Dans l'économie aujourd'hui, le gouvernement plafonne les salaires des patrons du public. Le PDG d'EDF, Henri Proglio, est le plus touché. Arnaud Montebourg prête à étudier un soutien financier au secteur automobile, mais l'absence de marge de manœuvre budgétaire l'incite à la prudence. La compagnie Shell se voit retirer son permis de forage pour trouver du pétrole au large de la Guyane. Jean-Louis Chilansky, président de l'Union française des industries pétrolières, est l'invité de l'Écho. Bonsoir, le chiffre du jour, 450 000 €. Le salaire des patrons du public sous la toise, c'est donc le plafond de leur rémunération annuelle. Annoncé ce matin au Conseil des ministres, ça fait 37 500 € bruts par mois, autour de 29 000 nets, fixes et variables confondus. En revanche, rien n'est dit pour l'instant sur les rémunérations annexes, type stock option. Et le paradoxe, c'est que certains cadres dirigeants vont maintenant gagner plus que leurs patrons. Magali Boissin. Le calcul a été mis au point à Bercy. Prenez le salaire moyen de 10% des salariés les moins payés dans les principales entreprises publiques, multipliez-le par 20 et vous obtenez la rémunération maximale que pourra toucher un patron du secteur public, 450 000 € en cumulant salaire fixe et variable. Une exigence de justice et d'exemplarité justifie le ministre de l'économie et des finances à une époque où le pouvoir d'achat de beaucoup de Français est en difficulté. On peut avoir des commentaires divers sur ces plafonds. Je dirais simplement que gagner 450 000 € par an ne me paraît pas dissuasif si on veut avoir à la tête de nos entreprises des hommes et des femmes de qualité. Ce n'est pas dissuasif et c'est décent. Moins d'une vingtaine de mandataires sociaux se verraient appliquer ces nouvelles règles dès 2012 et 2013. Y figurent les patrons, par exemple d'EDF, de la SNCF, d'Areva, de la Poste, de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. Dirigeant le plus touché, Henri Proglio à la tête d'EDF, il verra son salaire actuel de 1 600 000 € divisé par 3,5 pour ne pas dépasser le nouveau plafond. En revanche, le gouvernement ne peut rien pour les cadres dirigeants qui sont parfois aussi bien payés, voire plus que le PDG. Un directeur financier protégé par un contrat de travail, par exemple, ne sera pas concerné par ce plafond de 450 000 €. À retenir aussi la nomination de Xavier Muscat, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, comme directeur général délégué du groupe Crédit Agricole. Nomination qui devrait être effective à la mi-juillet. Xavier Muscat avait été un temps pressenti pour prendre la direction de la Caisse des dépôts, hypothèse finalement écartée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le gouvernement ouvert mais tout de même très prudent sur un nouveau coup de pouce pour le secteur automobile au lendemain de l'appel du numéro 2 de Renault pour un soutien de l'État au secteur. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, affirme que le sujet est bien mis à l'étude. Problème, ce genre de mesures coûte cher et il n'y a plus d'argent dans les caisses et de toute façon ça ne règle pas les faiblesses des constructeurs français. Hubert Coster. Est-ce que vous êtes prêt à accorder une nouvelle aide au secteur automobile comme le souhaite Renault? Nous travaillons à cette perspective. Abandonnée fin 2010, la prime à la casse pourrait donc être réactivée. Renault l'a rappelé, le marché automobile est particulièrement déprimé en France. Les derniers chiffres du mois de mai sont préoccupants. Les ventes de Renault ont plongé de 13,6%, celles du groupe PSA de 28%. La prime à la casse permet d'augmenter ses ventes d'environ 10%, mais elle coûte cher, très cher même. En 2 ans, entre 2008 et 2010, l'État a dû débourser 1 milliard d'euros. Certes, à la base, il y a de l'argent dépensé, mais il ne faut pas oublier d'intégrer dans la mesure du coût la récupération de TVA, qui provient des ventes supplémentaires, et tous les avantages des emplois conservés dans l'industrie, mais aussi dans le service d'entretien, de réparation, de financement, d'assurance, autant d'emplois qui sont préservés et qui finissent par minimiser les dépenses que l'État doit assurer. Si elle soutient le secteur dans son ensemble, la prime à la casse a pourtant un défaut. Elle ne règle pas le problème principal de l'industrie automobile française, la surcapacité des usines. Mal adaptées à la demande, les sites industriels hexagonaux produisent le plus souvent des véhicules qui se vendent mal. Et là, l'État est démuni. Toute aide à des entreprises françaises, par le biais d'allègements de charges par exemple, est prohibée par Bruxelles. La situation dans la zone euro avec ce soir l'avertissement de François Hollande aux électeurs grecs. Dans une interview à une chaîne grecque, le président français déclare en substance
Que si les Grecs donnent l'impression, lors de leur vote dimanche, qu'ils veulent renoncer à leurs engagements sur la rigueur budgétaire, une sortie de l'euro pourrait devenir inévitable. Par ailleurs, selon la presse à Athènes, le pays n'a plus que 2 milliards d'euros dans ses caisses pour payer ses fonctionnaires et les retraites. Jamie Dimon, le patron de l'une des plus grosses banques américaines, vient de passer un mauvais moment devant la commission des affaires bancaires du Sénat américain. Il avait été convoqué pour s'expliquer sur la perte récente par sa banque de plus de 2 milliards de dollars à cause des agissements d'un trader français. S'il a fait son mea culpa, il a continué d'argumenter contre une régulation plus sévère du secteur bancaire. Béatrice Blondeau a suivi cette audition. Il y a encore quelques mois, la presse américaine le surnommait le roi de Wall Street. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, fait aujourd'hui profil bas devant la commission bancaire du Sénat. Sommé de s'expliquer sur les pertes de plus de 2 milliards de dollars accumulées par la banque, le PDG reconnaît des erreurs, mais il parle d'un incident isolé, aux conséquences financières limitées. Quand nous faisons des erreurs, nous les prenons au sérieux et nous réalisons notre autocritique. Je suis convaincu que nous allons ressortir de cette affaire plus forts, plus intelligents, nous serons une meilleure banque. Une ligne de défense loin de convaincre les sénateurs. Car le trader à l'origine du scandale, un Français surnommé la baleine de Londres, a investi des milliards de dollars en toute légalité sur des produits financiers risqués, des dérivés de crédit. Selon le Wall Street Journal, les dirigeants de JP Morgan étaient d'ailleurs parfaitement au courant du danger que représentaient ces spéculations, mais ils n'ont rien dit, rien fait par appât du gain. Certains analystes s'interrogent sur le comportement de la banque et sur la personnalité du trader. Cet homme s'est toujours vanté d'être trop gros pour échouer. Il se disait même fier d'avoir été en mesure de résister à toutes les tempêtes ces dernières années. Et ce n'est pas le bon comportement à avoir, d'autant que l'entrée en vigueur de la règle Volcker n'augure rien de bon pour cette banque. La règle Volcker, censée entrer en vigueur en juillet et qui vise à limiter les prises de risque des banques. Appliquée plus tôt, aurait-elle pu empêcher les pertes colossales de JP Morgan? Pas sûr, a estimé le PDG de la banque, qui a mis en garde contre toute idée de régulation. De Point Pizza à Point Catholique, en passant par Point BZH pour célébrer la Bretagne, près de 2000 dossiers viennent d'être déposés pour obtenir de nouveaux noms de domaine Internet. L'agence internationale qui les gère à Londres parle d'élargissement historique. De nouveaux suffixes après le point vont pouvoir faire leur apparition à partir de 2013. Google et Amazon réclament par exemple un point app pour leur boutique d'applications. L'enjeu est considérable pour les grandes marques, comme l'explique cet expert du secteur au micro de Basile Bonne. L'objectif du dispositif qui est annoncé aujourd'hui est également de permettre aux entreprises de se démarquer, de se positionner, de créer des véritables sanctuaires virtuels autour de leur marque. La société Hermès, par exemple, a publié aujourd'hui officiellement son intention de créer son extension. Et l'objectif, naturellement, de ce type de procédé consiste à lutter, par exemple, contre la contrefaçon. Je ne vais plus vendre des carrés Hermès sur un nom de domaine en .com, je vais authentifier mon territoire virtuel en utilisant une adresse comme shopping.hermès par exemple. Donc les usages sont très nombreux, sont aussi bien culturels que économiques à la possibilité des entreprises. Shell interdit de forage au large de la Guyane. Dans un instant, je reçois Jean-Louis Chilansky, président de l'Union française des industries pétrolières. Il est l'invité de l'Écho.